Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, nous allons parler des animaux. Nous sommes en compagnie d'Anna Evans et nous allons parler ensemble de communication avec les animaux. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, comment en êtes-vous arrivé à comprendre que l'on pouvait communiquer effectivement avec les animaux ? Oh bien, vous savez, je crois que c'est l'histoire de ma vie. J'ai grandi avec des animaux. Ensuite, je suis devenue vétérinaire, donc j'ai continué ce contact quotidien avec différentes espèces animales, qu'elles soient domestiques ou que ce soit des animaux sauvages que nous récupérions dans la famille pour les soigner quand ils étaient blessés. Et puis ensuite, en tant que vétérinaire, j'ai développé une approche plus scientifique du monde animal. J'ai travaillé avec des espèces sauvages, aussi avec des programmes de protection dans différents pays. Et puis un jour, une personne m'a offert un livre qui racontait l'histoire de l'auteur, en fait. Donc j'ai lu ce livre de Monsieur Boone qui s'appelle Des bêtes et des hommes, que je l'ai lu en américain. Il n'existe plus en français. Je crois qu'il a été traduit à une période. Et cet auteur donc décrit comment il a découvert qu'un chien dont il avait la garde, donc il ne connaissait pas a priori, était capable de capter ses pensées et d'agir en fonction de son mode de pensée à lui. Donc l'auteur raconte que ce chien, par exemple, quand il était assis à sa table de travail et qu'il pensait qu'il allait faire une pause et sortir le chien, eh bien le chien se trouvait à la porte avec la laisse dans la gueule alors que lui n'avait pas encore appelé le chien ou ne s'était pas déplacé vers la laisse. Ce livre m'a beaucoup intéressée évidemment puisque c'était à l'époque des choses qui étaient très peu décrites, c'était bien avant les livres de Sheldrake. Et puis la conséquence que j'en ai tirée, c'est que j'ai souhaité essayer. J'ai donc recherché un petit peu le mode opératoire que décrivait cet auteur dans son livre. J'ai essayé de l'appliquer pour moi-même avec un animal et le résultat m'a énormément surprise. Quelque chose s'est passé qui était différent de ce que je connaissais de l'animal et qui m'a fait beaucoup réfléchir et qui en fait a été à l'origine de ma recherche. Alors vous parlez de communication intuitive. Qu'est-ce que la communication intuitive ? La communication intuitive, c'est un nom que j'ai créé en fait il y a plus de 20 ans maintenant pour décrire cette approche empathique, mais empathique volontaire de ce qui se passe chez un animal. C'est-à-dire que bien souvent nous avons une connaissance de ce qui peut animer une forme animale qui vient de l'extérieur, de l'observation de son comportement, qui vient de ce que nous connaissons de lui. Nous savons par exemple que le loup est carnivore, donc s'il mange de la viande, nous ne sommes pas surpris. Mais dans la communication intuitive, on s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur de l'animal, c'est-à-dire ses émotions, sa façon de comprendre le monde, en fait aussi ses perceptions sensorielles, etc. Et comment ça se passe concrètement ? Alors concrètement, ça demande un travail intérieur, ça demande de pouvoir se placer dans un état de disponibilité intérieure, de neutralité, d'ouverture. On ne s'attend pas forcément à un résultat bien particulier. Donc en fait, il faut autant que possible s'écarter de nos projections, de nos attentes, etc. pour vraiment partir avec une approche de scientifique, une approche de chercheur, quelqu'un qui observe ce qui se passe. Mais là, on n'observe pas ce qui se passe à l'extérieur, on observe ce qui se passe à l'intérieur de nous, en résonance avec ce que peut vivre un animal au contact duquel on se trouve. Quelles sont les perceptions que peut avoir l'animal justement face à nos interrogations ? Bien, les animaux sont doués de sens, comme nous-mêmes. Nous avons donc la vision, l'odorat, le sens du toucher, le goût, l'ouïe bien sûr, et la plupart des animaux sont doués de sens qui sont superposables aux nôtres et bien sûr certaines espèces disposent de sens que nous n'avons pas ou que nous n'avons pas développé dans notre espèce. Il existe toujours une superposition entre ces capacités sensorielles et c'est à partir de ça que nous pouvons fonctionner. Est-ce que la communication est la même d'un animal à l'autre ? Par exemple, le chat, le cheval, le chien, est-ce que c'est différent ? Comment ça se passe finalement ? Oui, alors la communication va être très différente entre deux individus, beaucoup plus qu'entre deux espèces. C'est-à-dire qu'on peut peut-être déjà faire la grande distinction des animaux sauvages et des animaux domestiques, ceux qui ont l'habitude de côtoyer l'humain et ceux qui n'ont peut-être pas cette familiarité-là. Mais ensuite, entre deux chevaux, il peut y avoir vraiment une très très grande différence, de même qu'entre deux chats. Donc finalement, la différence va être plus liée à la personnalité individuelle de l'animal qu'à son espèce. D'accord. Peut-on communiquer avec tous les animaux ? Oui, absolument. Alors ça m'est arrivé de communiquer avec des chenilles processionnaires, avec des vers de terre, avec des insectes de différentes catégories, avec des poissons, et puis bien sûr, la plupart des personnes souhaitent que l'on communique avec leurs animaux familiers, donc plutôt les espèces que nous avons l'habitude de côtoyer à la
la maison. Donc, on va se prêter une petite expérience. Après, nous parlerons de la mort des animaux. Comment perçoivent-ils la mort? Mais pour le moment, nous allons faire une petite communication. C'est ça, Anna? Avec plaisir. Avec Sirius. Tout à fait. Voilà. Donc, je vais vous poser la première question. Concernant Sirius, on a perdu un petit chat qui s'appelle Camille, qui a été élevé avec Sirius. Et je voulais savoir comment Sirius percevait ce départ. Très bien. Alors donc ce que je fais peut-être avant d'entrer directement dans le vif du sujet qui est votre demande, eh bien je vais dire quelques mots sur la manière dont je vais entrer en relation avec Sirius. C'est important de ne pas aborder un animal qui ne me connaît pas d'une façon trop directe, trop brutale. Et donc je vais d'abord, quand je prévois d'entrer en communication avec un animal dans ce mode-là, dans ce mode intuitif, eh bien je vais d'abord me présenter, que je suis là un petit peu comme un interprète de son maître ou de sa famille humaine, et je vais lui expliquer que je souhaiterais échanger avec lui comme si j'étais un autre chat, par exemple. D'accord. Évidemment, c'est un terme qui ne correspond pas à la réalité du processus, mais je vais donc annoncer à Sirius, puisque Sirius est un chat, que je parle chat et que je suis un être humain qui est capable de ceci, comme certaines autres personnes. Et donc lui proposer, s'il est intéressé, d'avoir un échange avec lui à propos de quelque chose qui intéresse son maître. Et donc, une fois que je me suis annoncée de cette façon, eh bien, je vais attendre à l'intérieur de moi dans une totale disponibilité. Alors, il s'agit évidemment d'un échange qui s'effectue dans les champs subtils. Il ne s'agit pas d'une rencontre où le chat va miauler en face de moi et où je vais traduire le ton de la voix, etc. Il s'agit vraiment de cet échange qui se passe entre deux individus dans les champs de résonance, dans les champs d'intelligence subtile qui nous entourent. Et là, eh bien, je me place dans cet état de disponibilité où je suis le plus neutre possible, je suis sans attente particulière. Si Sirius n'est pas dans un moment où il souhaite échanger, ou bien si je ne suis pas un interlocuteur qui l'intéresse, il va être tout à fait libre de ne pas échanger avec moi. C'est pas un problème, je l'accepte d'avance. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je reçois d'abord un espèce de bilan de comment Sirius se sent dans l'échange proposé, avant qu'on entre vraiment sur le vif du sujet. Donc là, eh bien, j'ai un chat qui est tout à fait intéressé et en même temps assez décontracté par rapport à cette proposition. C'est un petit peu comme s'il il n'était pas surpris. Certains animaux peuvent être surpris, mais lui pas du tout. Et voilà, maintenant, il espère, enfin, je sens à l'intérieur de moi, donc il attend de savoir la suite, c'est-à-dire qu'est-ce que je lui veux. Donc, je suis un petit peu bavarde, alors je vais revenir maintenant dans le dialogue avec Sirius, puisque je souhaitais quand même vous expliquer. C'est très important pour moi de travailler dans le respect de l'animal. Les animaux ont aussi un libre arbitre et il faut le respecter. Donc, dans cette dimension-là, je propose à Sirius de me parler de la séparation avec son compagnon chat, avec Camille. La première information que j'ai, c'est que Sirius s'est habitué à une certaine forme de solitude, c'est-à-dire qu'avec Camille, il y avait une proximité, ils étaient très amis, il y avait vraiment une complicité, et maintenant, Sirius a repris un mode de vie plus solitaire, plus isolé, il passe beaucoup de temps dans la méditation, dans des choses très calmes. En apparence, évidemment, on peut avoir l'impression qu'il dort, mais lui ne dort pas. Il pense à certaines choses. Il a son monde intérieur dans lequel il habite beaucoup. Et il a dans ce cadre-là, dans cette nouvelle forme de vie, bon, qui maintenant s'est bien installée, hein, vous m'avez annoncé tout à l'heure que Camille était décédée. Donc maintenant, Sirius a repris une forme de vie qui est beaucoup plus intérieure, beaucoup plus calme, et il pense à Camille. Il y a une forme de nostalgie pour lui. C'est-à-dire qu'il se souvient des moments passés avec Camille et notamment des moments de partage physique, c'est-à-dire qu'ils étaient assez proches physiquement. Je pense peut-être qu'ils dormaient ensemble ou en tout cas l'un à côté de l'autre, pas très loin. C'est arrivé, oui. Ce sont des animaux qui étaient très complices, hein, comme je l'ai dit. Oui. Alors par rapport à la mort de Camille, ça a été un choc pour lui quand même parce qu'il avait pris des habitudes avec Camille. Et maintenant, il doit en reprendre d'autres. Donc ça a été fait, il n'a pas attendu qu'on s'occupe de ça pour lui. C'est un chat qui est très équilibré psychiquement et donc qui a su s'adapter à ce départ, mais qui a encore une tristesse par rapport à ce départ.
Alors, est-ce que Sirius est content de vivre à la maison? Sirius adore son mode de vie. C'est un chat qui est absolument amoureux du confort. Là où il vit, il y a le confort qu'il aime. Dans les éléments qu'il aime, il y a le calme. C'est un chat qui déteste l'agitation dans tous les sens. Ça n'est pas, par exemple, un chat de famille qui aimerait que des enfants soient là un peu partout et interférer avec eux, etc. Il adore qu'il y ait du calme et aussi que le lieu ne soit pas très agité au niveau du son. Je pense que votre lieu de vie est un lieu vraiment reposant. Tout à fait. Et donc, c'est quelque chose qui convient tout à fait à ses besoins. De plus, il y a des endroits où il peut se reposer qui sont vraiment confortables, avec différentes places pour lui. Les chambres, par exemple. Oui, alors il adore les chambres, évidemment, mais pas seulement. C'est-à-dire que en fonction des moments de la journée, il va se déplacer. Certains chats ont toujours le même endroit. Lui, il a vraiment des endroits qui dépendent des moments de la journée, parce qu'il aime observer quand vous êtes à votre domicile. Et quand vous n'êtes pas là, il se retire dans des endroits qui correspondent au mouvement de la lumière suivant la journée. Donc j'ai l'impression qu'il est plutôt dans la chambre en matinée, en première partie de journée, parce que la chambre est éclairée. Bon, je ne connais pas votre lieu de vie, bien sûr, donc je ne peux pas situer si vraiment vous avez plusieurs chambres, etc. Mais il y a une pièce qui est lumineuse avec un lit. Donc là, il aime y être le matin. Je ne sais pas si c'est votre chambre, par exemple, mais c'est une chambre. Oui, sauf que je suis pas tout à fait d'accord. Il aimerait y aller, mais je veux pas. Voilà. Je l'en empêche un peu. C'est ça, parce qu'il me montre là, donc j'ai une information qui est dans le mode visuel. Il me montre une pièce vraiment lumineuse et très paisible, avec de la lumière qui descend, qui inonde la pièce. C'est ça, oui. Mais effectivement, parfois, on n'a pas la réalité du vécu de l'animal, on a simplement son désir. Ça, c'est un petit peu difficile en communication intuitive. Et ensuite, il va se déplacer en fonction des moments de la journée. Alors, que pense-t-il de l'arrivée de la petite chatte Alix, âgée de 6 semaines? Pour l'instant, il n'a pas beaucoup d'interaction avec elle. C'est-à-dire qu'il se tient un petit peu à l'écart. Il essaye d'être le moins présent possible par rapport à elle. C'est plutôt elle qui prend des initiatives et lui, il va plutôt se mettre en retrait. Il l'observe. Voilà. Il attend de voir. Il est un peu indifférent. Oui, c'est ça. Il reste à l'écart de cette nouvelle affaire. Il se sent presque pas tout à fait concerné. Et comment perçoit-il les interdictions? Alors, il comprend quand vous ne souhaitez pas, par exemple, qu'il monte sur les hauteurs dans la cuisine. Il le comprend parfaitement, mais il n'est pas très impressionné par vos interdictions. Ah bon? Et le fait de l'empêcher de sortir, lui expliquer, moi je lui ai expliqué pourquoi. D'ailleurs, depuis que je lui ai expliqué, il est beaucoup plus réservé sur le sujet, il hésite à sortir. Oui, alors ça c'est effectivement quelque chose qui le gêne moins, parce que sortir n'est pas forcément pour lui quelque chose de toujours agréable. Quand on quitte le bâtiment que vous occupez, on sort complètement de l'univers, je dirais quand même feutré que vous avez créé à l'intérieur. Et donc, on est dans une zone où il faut un petit peu se battre, où il faut faire très attention, etc. Il y a du mouvement, il y a d'autres animaux. Et donc, pour lui, le fait de sortir, c'est pas forcément quelque chose de très agréable. Bon, il n'y tenait pas tant que ça, mais en même temps, il aime bien quand même pouvoir faire ce qu'il veut quand il veut. C'est un chat quand même. Oui, c'est sûr. Mais en fait, il est assez paniqué quand il sort. Il sort rarement. Il sort 5 minutes, mais sa tasse de thé. C'est la panique. Voilà. Donc, à la limite, je peux même pas le descendre à la radio, parce que si je le descends à la radio, il est tendu, il commence à crier. Enfin bon, je pense que c'est pas vraiment sa tasse de thé, mais moi je m'inquiète. En fait, c'est ça le problème. C'est pour ça que Camille... Ouais, ça vous inquiète ? Ah bah oui, c'est comme ça que Camille a disparu. Je m'inquiète de le voir sortir de temps en temps, de le voir m'échapper. Oui, c'est ça. Donc c'est comme ça que vous avez interdit le dehors. Oui, tout petit. C'est certainement très sage, parce que cet environnement, il le voit comme menaçant. Il faut toujours être sur ses gardes, m'explique-t-il. Donc, ceci correspond à des déplacements de véhicules, probablement parce que ce sont des déplacements rapides, mais aussi à la présence d'autres animaux qui ne sont pas toujours amicaux. Et ça n'est pas un chat combatif, ni vraiment qui aime explorer, etc. Et il n'est pas désireux de quitter son monde feutré.